Bonjour à tous et bienvenue sur Statistique Autodidacte. Cette présentation aborde une question importante dans l'étude des variables quantitatives continues: comment former les classes de ce type de variables? C'est une question essentielle en statistique, et surtout lorsqu'on veut organiser, analyser ou faire des graphiques et interpréter des données issues d'une variable quantitative. Vous pouvez retrouver notre présentation portant sur les variables quantitatives abordant les tableaux, les graphiques et leurs interprétations. Le lien de la vidéo est mis dans la description. Nous allons découvrir des méthodes de détermination des classes, utilisées en statistique descriptive et de manière pratique, voir comment regrouper des données continues afin de faciliter leur représentation et leur analyse. Vous pouvez télécharger également les données avec le lien mis dans la description. La statistique descriptive fait état de 4 types de variables. La variable qualitative nominale. La variable qualitative ordinale. La variable quantitative discrète. Et la variable quantitative continue. Dans le cas des 3 premiers types de variables, les modalités ou les valeurs prises sont dénombrables et finies. Ainsi, toutes les modalités peuvent être recensées ou énumérées, des effectifs par modalité peuvent être obtenus, des fréquences peuvent en être déduites et des effectifs ou des fréquences cumulées calculées. Par conséquent, une analyse peut être faite pour chaque valeur prise dans le cas de l'étude de ces 3 types de variables. De même, des analyses comparatives sont possibles entre les modalités. Dans le cadre d'une étude de variables qualitatives et d'une variable quantitative discrète, les données brutes pourront ainsi être transformées selon ce tableau. Ce dernier est facile à analyser et donne un premier résumé des données brutes. Ainsi, nous avons une répartition sur les différentes modalités et de même que le pourcentage dans le global. Ce tableau sert également de base pour la construction de graphiques. Pour illustration, prenons l'exemple de la variable secteur. C'est une variable qualitative nominale prenant 3 modalités que sont industrie, commerce et services. Le tableau obtenu en faisant une transformation de cette variable est celui-ci. Les 1310 entreprises sont réparties ainsi: 767 entreprises pour le secteur industrie, 253 pour le commerce et 290 pour le service. Dans la constitution des modalités de la variable, il faut s'assurer qu'elle soit définie de façon claire sans aucune ambiguïté et un recensement exhaustif des modalités lors de la construction du tableau. Nous notons alors que 58,6% des entreprises s'activent dans le secteur industrie. Ce tableau peut être utilisé pour construire des diagrammes en barres ou en secteurs, sur l'effectif des entreprises ou leur répartition en pourcentage. Toujours pour illustration, étudions le cas de la variable taille de l'entreprise définie, ici, comme le nombre d'employés. Le même tableau construit pour la variable secteur dans la diapositive précédente peut être construit, mais également ce tableau ci-contre avec les effectifs cumulés. Il faut aussi noter qu'à la place des effectifs, les fréquences peuvent être utilisées. Vous pouvez noter la formule de calcul des effectifs cumulés croissants et des effectifs cumulés décroissants. Le tableau peut servir de base de construction des diagrammes en bâton ou des courbes cumulatives. En ce qui concerne la variable quantitative continue, toutes les valeurs d'un intervalle peuvent être prises. Par définition, les valeurs d'un intervalle sont théoriquement non énumérables. Le tableau précédent sur les variables qualitatives et la variable quantitative discrète ne peut donc être constitué sans aucune transformation de la variable. Dans certaines études, il peut s'avérer nécessaire de constituer le tableau précédent. Cette transformation d'une variable quantitative continue en intervalle ou groupe de valeurs est communément appelée discrétisation et les intervalles sont les classes. Nous pouvons citer le cas de pyramide des âges ou des salaires, les tranches d'âge scolaire, etc. L'utilité de constituer la variable quantitative continue en classe peuvent être diverses et s'imposent dans certaines études. Cependant, la méthode de discrétisation vise à moins perdre d'informations et doit répondre à un certain nombre de critères. Toute valeur de la variable doit se situer dans une et une seule classe. Les classes doivent être contiguës, c'est-à-dire la borne supérieure de la classe doit constituer la borne inférieure de la classe suivante. Les valeurs doivent être homogènes, en termes d'écart, à l'intérieur de chaque classe. Les classes ne doivent pas regrouper trop de valeurs ni regrouper un nombre faible de valeurs. À l'image du tableau précédent, à la place des modalités nous avons les classes pour la variable quantitative continue. Sur ce tableau, les effectifs pour chaque classe sont obtenus en prenant le nombre de valeurs de la variable quantitative continue qui sont supérieures ou égales à la borne inférieure de la classe et inférieures à la borne supérieure. Les intervalles sont fermés à gauche et ouverts à droite comme l'illustre ce tableau. Dans le tableau précédent représentant une variable quantitative continue en classe, 2 questions nous interpellent. Quel est le nombre de classes à retenir? Et comment déterminer la borne inférieure et la borne supérieure de chaque classe?
Pour la première question, il n'existe pas une méthode unique pour déterminer le nombre de classes à constituer pour toute variable quantitative continue. Toutefois, plusieurs formules sont proposées pour déterminer le nombre de classes. Nous pouvons citer certaines d'entre elles, la formule de Sturge, la formule de Yule, la formule de Scott et la formule de Friedman-Diaconi. Ces formules permettent de donner une première appréhension sur le nombre de classes à constituer. Un travail itératif doit être fait en regroupant ou en scindant davantage les classes pour en obtenir le nombre de classes optimales au regard des critères et compte tenu des données dont nous disposons et de l'objectif de l'étude. Prenons ce tableau constitué des salaires de 50 individus, supposons des salaires annuels en centaines de dollars selon leur expérience et leur niveau de responsable dans un secteur donné. Les salaires annuels vont de 12 070 $ à 39 030 $. En appliquant les formules de détermination du nombre de classes, nous avons le tableau suivant. Les formules de Sturge et de Yule donnent 7 classes à construire tandis que celle de Scott estime à 4 le nombre de classes à constituer. Il faut noter que les formules de Scott et de Friedman-Diaconi utilisent des informations supplémentaires issues des données telles que le maximum, le minimum, l'écart type et l'écart interquartile alors que les formules de Sturge et de Yule s'appliquent que sur l'effectif. Après le choix du nombre de classes à constituer, il s'avère nécessaire de bien déterminer leur borne inférieure et leur borne supérieure. Le résultat doit aboutir à des classes distinctes et homogènes, les valeurs sont homogènes dans chaque classe, avec des écarts faibles en moyenne. Des méthodes telles que la méthode des amplitudes égales, la méthode des grandes différences relatives, la méthode des quantiles ou des effectifs égaux et la méthode des moyennes emboîtées sont proposées pour obtenir les bornes des classes. La méthode des amplitudes égales, elle part du fait que toutes les amplitudes des classes doivent être égales. Les valeurs de la série sont triées par ordre croissant, l'écart entre la valeur la plus grande de la série et la valeur de la plus petite de la série est calculé. Ainsi, l'amplitude moyenne est obtenue en divisant cet écart par le nombre de classes souhaitées. La valeur la plus petite de la variable constitue la première borne inférieure de la première classe. Les autres bornes sont obtenues en ajoutant de façon successive l'amplitude à la borne déjà déterminée. Appliquons cette méthode des amplitudes égales à notre tableau de données. Dans la série de données, le minimum est égal à 120,7 et le maximum est égal à 390,3. L'écart entre ces deux valeurs est 269,6. Le nombre de classes est de 4 ou 7 selon la formule utilisée. Si on veut constituer 4 classes, on divise l'écart qui est 269,6 par 4, ce qui donne 67,4 l'amplitude, borne maximale moins borne minimale, de chaque classe. Ajoutant 67,4 à la première borne 120,7 nous obtenons la borne supérieure de la première classe 188,10. Nous obtenons les autres bornes en ajoutant successivement 67,4. Le tableau constitué donne ainsi cette répartition avec des effectifs par classe ni faibles ni élevés en comparant une classe à une autre. Revenons à notre tableau de données. Les différentes couleurs donnent les classes constituées et les valeurs correspondantes. Si ce tableau de données constituait un échantillon représentant des salariés d'un secteur, toute la population totale pourrait être classée en utilisant ce tableau. Avec un nombre de classes est égal à 7, en divisant l'écart qui est 269,6 par 7, l'amplitude, borne maximale moins borne minimale, de chaque classe est 38,51. Par la même méthode que précédemment nous déterminons les bornes de toutes les classes. En choisissant de constituer cette classe, nous constatons une classe avec un effectif très faible avec seulement 3 salaires dans la classe et une autre classe avec un effectif très élevé avec 14 salaires dans cette classe. Cette répartition n'est pas la meilleure. Il est préférable d'utiliser la répartition avec 4 classes au regard des critères de constitution de classe. La méthode des grandes différences relatives, les valeurs de la variable quantitative continue sont ordonnées par ordre croissante. Les écarts relatifs entre les valeurs successives sont calculés et un écart de référence est choisi. Les écarts supérieurs à l'écart de référence sont ainsi retenus. Pour former les classes, la plus petite valeur de la variable constitue la première borne inférieure pour la première classe. La valeur la plus élevée de la variable représente la borne supérieure de la dernière classe. Les autres bornes restantes se basent sur les écarts et sont choisies en prenant la valeur supérieure utilisée dans le calcul des écarts relatifs. Ainsi, le nombre des classes et leurs amplitudes sont obtenus. Cette méthode peut être itérative pour déterminer le nombre de classes optimales, pas trop nombreuses, distinctes et homogènes, en changeant l'écart de référence. Pour un cas pratique, utilisons notre tableau de données avec les 50 salaires annuels. Les données sont déjà triées par ordre croissant. Les écarts relatifs s'obtiennent en faisant le rapport entre la valeur à la position, I, sur la valeur à la position, I-1, moins la valeur 1.
On peut les mettre en pourcentage pour faciliter l'appréciation. Par exemple, prenons les deux premières valeurs sur la première colonne, à savoir 120,7 et 130,1. L'écart relatif se calcule en faisant 130,1 divisé par 120,7 moins 1, ce qui donne 7,8 en le mettant en pourcentage. Les écarts relatifs en pourcentage calculés sur les valeurs successives sont consignés dans ce tableau. 7,8% comme calculé précédemment, 15,4% entre la deuxième valeur et la troisième valeur de la série, et ainsi de suite. Prenons par exemple, l'écart de référence 10%. Nous obtenons 4 écarts supérieurs à 10%, ce qui correspond à 5 classes. Toutefois, il faut noter que le premier écart qui est au début de la série produirait une classe avec une seule valeur, ce qui n'est pas pertinent. On abandonne cet écart et on retient les trois autres, à savoir 11,2%, 10,1% et 10,9%. Le nombre de classes finales retenues est ainsi 4. Cet processus peut être répété en changeant le seuil, ce qui va faire varier le nombre de classes. Toutefois, les critères de base pour la constitution des classes doivent servir pour déterminer le nombre optimal de classes. Illustrons les classes sur notre tableau de données. Les différentes couleurs donnent les classes constituées et les valeurs correspondantes. La première classe, en rouge, a comme borne inférieure 120,7 et comme borne supérieure 180,1. Cette borne supérieure constitue la borne inférieure de la deuxième classe, en bleu, et ainsi de suite. La dernière borne supérieure est la valeur maximale de la série 390,3. Le tableau constitué donne ainsi cette répartition avec des effectifs par classe ni faibles ni élevés en comparant une classe à une autre. Il faut également noter que les classes sont d'amplitudes inégales, avec 59,4 l'amplitude de la première classe, 24,7 l'amplitude de la deuxième classe, etc. La méthode des quantiles ou des effectifs égaux, après détermination du nombre de classes, le nombre de valeurs de la série sont divisés par le nombre de classes pour obtenir l'effectif, n, à mettre dans les classes. C'est une équirépartition des valeurs de la série dans les classes. Les valeurs de la variable sont triées par ordre croissant. Pour former les classes, la plus petite valeur de la variable constitue la première borne inférieure pour la première classe. La valeur la plus élevée de la variable représente la borne supérieure de la dernière classe. Un comptage des valeurs jusqu'à n valeurs est fait pour les mettre dans la première classe, et la valeur de la série après la dernière valeur rencontrée dans le comptage est la borne supérieure. La même opération est répétée pour avoir la classe suivante, ainsi de suite jusqu'à la dernière classe. Appliquons cette méthode sur notre tableau de données avec les 50 salaires. Cette méthode prône l'équirépartition des effectifs dans les classes. Travaillons avec 4 classes. Ainsi, l'effectif dans chaque classe doit être égal à 50 divisé par 4, ce qui donne 12,5. Toutefois, il faut noter que les effectifs doivent être des nombres entiers. Par conséquent, dans certaines classes nous allons avoir 12, et d'autres classes 13 au regard des bornes. En faisant le comptage à partir de la première valeur de la série, jusqu'à la valeur 180,9, nous avons les 12 premières valeurs constituant l'effectif de la première classe. Pour cette première classe, la borne inférieure est 120,7 et la borne supérieure 192,4. Il faut noter également que les classes sont ouvertes à droite. La même opération est faite pour avoir la deuxième classe et ainsi de suite. Les différentes couleurs donnent les valeurs se situant dans la même classe. Le tableau constitué donne ainsi cette répartition avec des effectifs différents d'une valeur due au fait que la division de l'effectif total par le nombre de classes ne donne pas un nombre entier. Il faut également remarquer que les classes sont d'amplitudes inégales, avec 71,7 l'amplitude de la première classe, 37,7 l'amplitude de la deuxième classe, etc. La méthode des moyennes emboîtées, cette méthode veut que le nombre de classes soit un nombre égal à une puissance de 2, 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc. Les valeurs classées de façon croissante sont divisées en deux classes en utilisant la moyenne de toute valeur de la variable comme valeur séparant les deux classes. Ensuite, la première classe et la deuxième classe sont divisées en utilisant les moyennes des classes. Ce procédé est répété jusqu'à obtenir le nombre total de classes souhaité. Appliquons cette méthode sur notre tableau de données avec 4 classes. La moyenne de la série est 242,88, qui se situe entre la valeur 240,1 et la valeur 250,4 de la série. Ce qui donne une première partition de la série en deux groupes comme le montrent les deux couleurs rouge et verte. Pour la partie en couleur verte, la moyenne donne 190,12. Ce qui sépare cette partie entre la valeur 180,9 et la valeur 192,4. Pour la deuxième partie, en couleur rouge, la moyenne est 315,73. Ainsi,
On divise cette partie au niveau des valeurs 3 cents,9 et 3 cents 29,5. Nous venons faire une répartie de l'effectif total en 4 sous-effectifs. Le tableau constitué donne ainsi cette répartition. Il faut également remarquer que les classes sont d'amplitudes inégales avec 69,42 l'amplitude de la première classe, 52,76 l'amplitude de la deuxième classe, etc. Pour résumer, il faut retenir la formation des classes est une étape essentielle en statistique descriptive, car elle permet de structurer une variable quantitative continue afin de mieux analyser et interpréter les données. Selon la nature de la série et l'objectif de l'étude, il faut savoir que plusieurs méthodes peuvent être utilisées. La méthode des amplitudes égales, simple et facile à appliquer. La méthode des grandes différences relatives, qui met en évidence les ruptures naturelles dans les données. La méthode des quantiles ou des effectifs égaux, qui assure une répartition équilibrée des observations. Et la méthode des moyennes emboîtées, adaptée lorsque le nombre de classes est une puissance de 2. Il n'existe pas de méthode universelle, le choix dépend du contexte, de la distribution des données et de l'objectif recherché. Une bonne formation des classes garantit des représentations graphiques pertinentes et des analyses statistiques fiables. Voilà, nous sommes au terme de cette présentation. J'espère le contenu vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour la vidéo à venir. À la prochaine vidéo.